Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Julien, avocat de formation, consultant en automatisation des documents juridiques. Dans cette vidéo, je vous propose une formation, un tuto sur la SASU, donc la Société par action simplifiée à associé unique, qui est aujourd'hui en France la forme de société la plus répandue, et également la forme privilégiée lorsqu'il s'agit de sortir du régime de la micro-entreprise. Dans cette vidéo, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire un topo sur les bases et notions juridiques à connaître lorsqu'on parle de SASU. Ensuite, on fera un focus sur les questions fiscales, parce qu'il s'agit souvent du point déterminant pour le choix de la forme de société. Et enfin, on fera ensemble le tour des démarches et formalités à respecter pour créer sa SASU, et notamment comment remplir le formulaire sur le guichet unique. On commence tout de suite, c'est parti. Dans un premier temps, comme je vous le disais, on va regarder ensemble quelques notions juridiques sur la SASU. Donc je vais essayer de rester simple, faire le vulgariser autant que possible, tout en vous fournissant quelques éléments de compréhension. Alors on commence avec une évidence, mais la SASU, c'est une société. Donc une société, ça veut dire qu'elle a la personnalité morale. Et donc l'une des conséquences majeures de cette personnalité morale, c'est qu'elle a son propre patrimoine. Donc il faut comprendre que le patrimoine de la société, de la SASU, est distinct du patrimoine de l'entrepreneur, de l'associé. Donc il n'y a pas de confusion entre les deux patrimoines, et ça veut dire qu'on ne peut pas librement transférer des biens d'un patrimoine à un autre, parce que cela, ça s'appelle tout simplement de l'abus de biens sociaux. Donc il y a des règles et des formalités à respecter dans la gestion du patrimoine de cette société. S'agissant d'une société, eh bien, elle a des inconvénients et des avantages, notamment par rapport à l'entreprise individuelle, micro-entreprise. Alors, j'ai essayé de les résumer ici au maximum. On demande souvent quel est le plus avantageux entre la micro-entreprise, la société. En fait, c'est difficile de répondre parce que chacune a en fait ses spécificités qui vont répondre à une situation et qui vont dépendre du projet de l'entrepreneur. Dans ces inconvénients, vous avez le fait indéniablement que la SASU est plus complexe et plus coûteuse à créer et à gérer. Dans cette complexité et ce coût, il faut prendre en compte les formalités, que ce soit à la création, mais également tout au long de la vie de la société, puisque vous avez par exemple l'obligation tous les ans d'établir des comptes annuels et de les faire approuver. Les obligations comptables, elles sont également plus lourdes parce que s'agissant d'une société, vous devez respecter des normes comptables, établir, comme je viens de le dire, un bilan et des comptes annuels. Raison également pour laquelle il est quasiment indispensable lorsque vous avez une SASU d'être accompagné par un expert comptable. C'est quasiment indispensable, ça fait partie des coûts à prévoir lorsqu'on a une SASU, mais cet accompagnement, on ne peut pas s'en passer. Pour contrebalancer ces inconvénients, vous avez certains avantages que j'ai grosso modo résumés ici en parlant d'optimisation et de valorisation. L'optimisation, ça veut dire que vous avez en réalité un outil pour pouvoir optimiser notamment du point de vue fiscal, mais tout va dépendre évidemment du degré de maîtrise et d'investissement que l'entrepreneur va avoir dans sa société. En termes d'optimisation, vous allez avoir la possibilité de déduire un certain nombre de charges qui vont être des investissements, des amortissements que vous allez pouvoir déduire dans votre compte de résultats annuel pour diminuer votre impôt sur les sociétés. Voilà, donc vous allez avoir plein de possibilités, notamment également des niches fiscales, et tout ça va dépendre de l'accompagnement que va vous fournir votre expert comptable, donc des conseils de votre expert comptable, et vous-même des connaissances que vous allez pouvoir développer dans la gestion de votre société. Et il ne tient qu'à l'entrepreneur, d'une certaine manière, de profiter au maximum de cette optimisation. La question de la valorisation, ça veut dire également que lorsqu'on crée une SASU, on développe, comme je vous le disais, un patrimoine propre qui va prendre de la valeur. Et donc l'objectif final, quand on crée une SASU, ce doit être de valoriser, de faire croître et de valoriser au mieux cette société pour pouvoir éventuellement la revendre plus tard. Alors comme vous le savez certainement, la caractéristique principale de la SASU, c'est qu'elle est à associé unique. Donc il y a en France deux grandes formes de sociétés commerciales à associé unique. Vous avez la SASU et le URL, qui est l'équivalent de la SARL. Dans ces deux formes de société, la logique est la même, l'associé unique est propriétaire en fait de la totalité des actions de la société, et donc il est propriétaire unique de la société. Cette société est également à responsabilité limitée, ça veut dire qu'en cas de faillite de la société, l'associé ne perd que les liquidités ou les biens qu'il a apportés à la société, mais son patrimoine personnel n'est pas engagé. Donc l'associé unique, c'est la personne qui apporte les fonds à la société. Donc apporter les fonds, ça veut dire qu'à la création de la société, il apporte le capital social. Donc on reviendra sur le capital social un peu plus tard.
Il peut également apporter, durant la vie de la société, ce qu'on appelle des liquidités en compte courant. Donc le compte courant d'associé, c'est en fait des sommes que l'associé avance à la société, que la société est censée lui rembourser plus tard, mais il est toujours possible de faire ce qu'on appelle un abandon de compte courant si la société n'est pas en mesure de rembourser les sommes. Mais ce sont des sommes qu'on va apporter à la société, dans les comptes de la société, mais qui ne vont pas intégrer le capital social. Donc vous avez ces deux possibilités pour apporter des fonds. L'associé unique, c'est la personne qui prend les décisions importantes sur la société. Toutes les décisions importantes sont réservées à l'associé unique, que ce soit les décisions sur les modifications, voire la liquidation de la société, il n'y a que l'associé unique qui peut les décider, ou par exemple l'entrée d'un nouvel associé ou la cession de la société. Alors l'associé unique, il a également un pouvoir de contrôle sur la gestion de la société, et notamment c'est lui qui va approuver les comptes chaque année. Et donc l'associé unique, comment il se rémunère? Eh bien, il se rémunère de deux manières, soit en se versant des dividendes si la société fait des bénéfices, donc il peut se verser ce qu'on appelle des dividendes lors de chaque approbation de compte. Il se rémunère également en cas de plus-value sur la vente de ses actions. Alors la SASU, elle est gérée au quotidien par un président. Alors dans la quasi-totalité des cas, en fait, dans la SASU, l'associé unique est également le président. Voilà, il y a une double casquette, c'est tout à fait possible, et c'est même très courant. Voilà, je sépare les deux parce que je pense qu'il est important pour vous de savoir faire la distinction lorsque vous prenez une décision ou lorsque vous gérez votre SASU, de savoir dans quelle position vous posez, soit comme associé unique, soit comme président, parce que les règles finalement sont différentes. Le président, c'est lui qu'on appelle le représentant légal de la société. Donc c'est lui qui va pouvoir engager la société par sa signature. C'est également lui qui est responsable de la gestion courante de la société, donc il va prendre toutes les décisions sur l'activité de la société, sur la gestion du personnel, la gestion commerciale, etc. Voilà, il y a uniquement les décisions importantes qui modifient profondément la société qui vont être réservées à l'associé unique. Donc le président, il a des pouvoirs très larges. D'ailleurs, dans la loi, ces pouvoirs sont quasiment pas limités. Dans le cadre d'une SASU, ce qui va pouvoir limiter les pouvoirs du président, c'est les statuts. Donc les statuts, c'est le contrat, le document qu'on établit pour créer la société, pour lui donner une forme légale, et dans ces statuts, c'est là qu'on va pouvoir potentiellement prévoir des limitations de pouvoir pour le président. Alors évidemment, dans le cadre d'une SASU qui est un associé unique qui est également le président, bon, généralement, on ne va pas prévoir de telles limitations de pouvoir. Donc le président, il se rémunère par un salaire, et en contrepartie de ce salaire, il va également bénéficier d'une couverture sociale, puisque le président de SASU, il est au régime qu'on appelle le régime assimilé salarié, donc il bénéficie d'une couverture sociale, c'est-à-dire d'indemnités journalières en cas de maladie, d'un congé paternité-maternité, d'une pension d'invalidité et d'une retraite. Voilà. Par contre, il n'y a pas de chômage pour le président de SASU. Alors, le salaire du président de SASU, il est facultatif. On peut ne pas prévoir de salaire. Dans ce cas, il n'y a pas de couverture sociale. C'est pour ça que, généralement, on conseille quand même au président de SASU de se verser un salaire, voilà, malgré le fait qu'il y ait une charge fiscale sur ce salaire, c'est important pour pouvoir bénéficier de cette couverture sociale et notamment des cotisations à la retraite. Alors, il y a un minimum à se verser pour pouvoir cotiser, donc pour pouvoir bénéficier d'une couverture sociale complète, on considère généralement qu'il faut se verser environ 3 400 € brut. On va voir dans un instant comment fonctionne la fiscalité sur les rémunérations de président. Au moins, au minimum, pour cotiser à la retraite, le président de SASU doit se verser environ 600 € mensuels. Donc justement, comment fonctionne la fiscalité sur toutes ces rémunérations? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, il y a en fait 3 niveaux de fiscalité dans une SASU. Il y a le niveau de la rémunération du dirigeant, donc du président, il y a le niveau des bénéfices, et il y a le niveau des dividendes. On va regarder d'abord la question de la rémunération du dirigeant. Donc, si le président associé unique se verse une rémunération, eh bien cette rémunération elle va directement être imposée par des cotisations sociales. Voilà, c'est les cotisations sociales qui sont liées au régime assimilé salarié. Alors il y a un outil très pratique, vous avez le lien ici, pour faire des estimations de la fiscalité sur une rémunération. On va regarder ça ensemble. Vous voyez que là, c'est un outil de l'URSSAF, donc simulateur de revenus pour dirigeants de SASU. Vous allez pouvoir regarder quelque chose de très utile.
parce qu'au final, c'est assez compliqué de s'y retrouver avec les questions du brut, du net, du super brut. Bon, vous voyez qu'en utilisant ici cette calculatrice, si vous mettez par exemple montant mensuel, et que vous partez du principe que, en tant que président de SASU, vous voulez vous verser un salaire de, comme je vous le disais par exemple, 3 400 € brut, si vous l'indiquez ici, eh bien vous voyez tout de suite que vous allez avoir plusieurs informations. D'abord, ici vous allez avoir le salaire net, donc moins les charges, vous allez avoir l'information que en vous versant une fiche de paye avec une rémunération brute de 3 400 €, vous allez percevoir un salaire de 2 665 €. Pour la société, la charge sera de 4 784 €. Donc ça veut dire qu'au niveau de la société, vous allez verser 4 784 € pour au final, dans votre poche, recevoir 2 665 €. Vous pouvez par exemple regarder ici, si vous voulez plus un salaire net plus élevé et que vous voulez percevoir 3 000 €, et bien ici vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est ici la rémunération totale, c'est-à-dire le total payé par l'entreprise. Vous allez voir que la société, va falloir sortir de la société 5 379 € pour au final percevoir 3 000 €. Donc vous voyez qu'au final il y a presque un rapport du double entre le salaire net perçu par le dirigeant et en fait la somme versée par la société. Et vous voyez ici également, ce qui est intéressant, c'est que une fois que ces charges sociales ont été payées, il y a également la question de l'impôt sur le revenu, puisque le président, lui, va être, comme pour les salariés finalement, va faire sa déclaration d'impôt sur le revenu annuel, et il va devoir payer un impôt sur les sommes, sur les salaires qu'il a perçus. Et donc ici, on a aussi également le calcul de l'impôt sur le revenu au taux progressif, qui va donner 291 € mensuels, et donc le salaire total net sera de 2 700 €. Voilà. Vous pouvez faire la même chose avec des montants annuels si vous préférez. Voilà, donc c'est plutôt utile comme outil. Voilà, donc ça, c'est la question de la rémunération du dirigeant. Alors, l'intérêt dans une SASU, c'est que cette rémunération qui est payée par la société, cette somme totale de 5 300 € qui est payée par la société, elle va être déduite de son résultat annuel pour faire diminuer l'impôt sur les sociétés. Donc, ça reste une charge déductible pour la société. Vous avez ensuite la question des bénéfices. La société, chaque année, va réaliser soit une perte, soit des bénéfices. C'est ce qui va être établi dans les comptes annuels. Et donc, s'il y a des bénéfices, eh bien, ils vont être imposés, en principe, à l'impôt sur les sociétés, donc l'IS. Il est possible, sur option pendant 5 ans, de choisir d'être imposé à l'IR. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais voilà, sachez que cette option existe. Mais de base, la SASU est imposée à l'impôt sur les bénéfices. Donc, l'impôt sur les bénéfices, il est de 15% jusqu'à 48 000 € annuels et de 25% au-delà. Donc il est relativement simple à calculer. L'intérêt, c'est que cet impôt, il ne va s'appliquer que sur les bénéfices finaux de la société, donc une fois que toutes les charges déductibles ont été comptabilisées. Donc c'est là où il va falloir optimiser au maximum dans vos comptes la possibilité d'avoir au final un bénéfice imposable le plus faible possible. Et une fois que ce bénéfice est calculé, vous allez appliquer ce taux d'impôt sur les sociétés. Et une fois que ce taux a été appliqué, eh bien, on obtient ce qu'on appelle le bénéfice distribuable. Donc le bénéfice distribuable, c'est les sommes qui restent à la fin de l'exercice comptable et qui peuvent éventuellement être versées sous forme de dividendes. Alors, c'est l'associé unique qui va décider, ces sommes, elles peuvent rester dans la société, être affectées à ce qu'on appelle soit le report à nouveau, soit une réserve, mais dans ce cas-là, elles restent dans les comptes de la société. Elles peuvent être également versées sous forme de dividendes, et donc c'est-à-dire versées aux associés. Lorsque ces sommes sont versées aux associés, dans ce cas-là, il y a une imposition qu'on appelle la flat tax, et donc qui est aujourd'hui de 31,4% et qui vient directement s'appliquer sur les dividendes. Il est possible là aussi d'opter pour une imposition à l'IR, et donc dans ce cas-là, au lieu de payer la flat tax, les dividendes rentrent dans le revenu imposable du foyer et vont être imposés à l'impôt sur le revenu progressif. Pareil, là je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais c'est ici aussi une possibilité d'optimisation fiscale, donc à voir avec votre expert comptable. Voilà pour les questions fiscales. Alors, je précise également que, évidemment, cet impôt, cette flat tax, elle ne s'applique que si les sommes sont versées comme dividendes. Donc, si les sommes restent dans la société, ici au niveau du bénéfice distribuable, et qu'elles sont affectées, comme je disais, à une réserve ou au report nouveau, elles restent dans la société, donc il n'y a pas d'impôt sur les dividendes. Voilà. Donc voilà pour les 3 grandes catégories d'impôts qui existent dans le cadre de la SASU. On va passer maintenant aux formalités de création. Alors, les formalités de création de la SASU, elles sont au final pas si compliquées que ça. Il faut juste procéder étape par étape. Donc,
je passe sur toutes les questions de la dénomination de la société, de l'objet social de la société, qui sont des choses qui vont être définies en amont. Je prévois de faire une vidéo un peu plus complète qui va notamment concerner les statuts de SAS et de SASU et qui va traiter de toutes ces questions. Voilà. Mais il y a un certain nombre d'informations légales à anticiper lorsqu'on crée une société. Parmi ces informations, il y a la question du capital social. Donc, alors lorsqu'on crée une société, il faut verser un capital social. Le capital social, c'est tout simplement les sommes, les fonds ou les biens avec lesquels la société va commencer son activité. Dans le cadre d'une SASU, il n'y a pas de montant minimum. Donc vous pouvez avoir un capital social d'1 euro, de 1000 euros, de 10 000 euros. Alors en pratique, il n'y a pas de conséquences majeures à avoir un capital de 1000 euros ou de 10 000 euros, si ce n'est que la société aura moins de fonds à la création et que la société, avoir un capital social élevé, peut permettre de présenter un profil plus rassurant pour d'éventuels créanciers, notamment des banques, mais en réalité, entre un capital social de 1000 euros, 10 000 euros, il n'y aura pas forcément de grosses différences de ce point de vue-là. L'associé unique donc, décide du montant du capital qu'il va apporter à la société. Donc, ce capital social, il peut être versé en fonds, c'est ce qu'on appelle les apports en numéraire, peut être il peut être apporté en biens, ce qu'on appelle les apports en nature. Juste un point rapide sur les apports en nature. Donc, lorsque vous apportez des biens à la société, en principe, l'associé unique fixe lui-même la valorisation des biens qu'il va apporter, sauf si la valeur des biens apportés dépasse certains seuils. Dans ce cas-là, il faut faire appel à ce qu'on appelle un commissaire aux apports. Donc le commissaire aux apports, c'est un expert comptable qui va lui estimer la valeur, des apports. Donc, alors quels sont les seuils à ne pas dépasser pour ne pas avoir à faire appel à un commissaire aux apports? Il ne faut pas qu'un bien apporté à la société ait une valeur supérieure à 30 000 euros, et il ne faut pas que la valeur totale des biens apportés à la société dépasse la moitié du capital social. Donc si vous avez un capital social de 1000 euros, vous ne pouvez pas apporter de biens d'une valeur supérieure à 500 euros au total sans faire appel à un commissaire aux apports. Voilà. Les biens apportés en nature sont transmis à la société, donc il faut signer ce qu'on appelle un contrat d'apport, et les liquidités sont versées, déposées sur un compte bancaire ouvert au nom de la société. Et ça, il faut le faire avant la création de la société. Ensuite, il faut définir où va se situer le siège social de la société. Donc le siège social, c'est l'adresse administrative de la société. Donc vous avez pour ça plusieurs possibilités. Il est possible de fixer le siège social au domicile du président. Lorsque le siège est fixé au domicile du président, en principe, il n'y a pas de limitation de durée, sauf si une clause du bail interdit la domiciliation. Alors vous allez parfois voir mentionner la question d'une domiciliation provisoire limitée à 5 ans. Donc cette limite de 5 ans, elle s'applique uniquement si une clause du bail du président, donc si le président n'est pas propriétaire de son domicile et que dans son bail il y a une clause qui interdit la domiciliation, dans ce cas-là, la domiciliation n'est possible que pendant 5 ans. Par contre, s'il n'y a pas de clause de ce type, il n'y a pas de limite de durée. Donc dans ce cas-là, le siège peut tout simplement être fixé au domicile du président. Également possible donc la domiciliation commerciale, donc dans ce cas-là vous faites appel à une société qui propose une boîte aux lettres et un certain nombre de services pour domicilier la société, où il est possible tout simplement de louer, d'être propriétaire d'un local au nom de la société, soit en passant par un bail commercial ou un bail professionnel, ou tout simplement en faisant l'acquisition des locaux. Une fois que cette question du siège est définie, eh bien, il faut passer à la rédaction, à la signature des statuts. Donc les statuts, c'est le contrat constitutif de la société, c'est ce qui lui donne une existence légale. Alors, il est notamment très important lorsqu'il y a plusieurs associés dans la société, parce que c'est dans ces statuts qu'on va fixer toutes les règles sur la société. C'est dans les statuts qu'on va fixer toutes les informations légales dont je vous parlais, donc la dénomination sociale, la durée, l'objet social. Encore une fois, je prévois de faire une vidéo sur cette question-là. Dans le cas d'une SASU, donc associé unique, pour être franc, il n'y a pas forcément d'enjeu majeur sur la question des statuts, à partir du moment où les statuts respectent les formes légales et contiennent toutes les dispositions légales obligatoires. Donc vous pouvez trouver sur internet plein de modèles de statuts pour des SASU qui vont contenir toutes les dispositions obligatoires et qui vont pouvoir être enregistrées ensuite auprès du greffe. Après la signature des statuts, vous avez la publication légale. Donc la création d'une société doit faire l'objet d'une publication légale dans un journal d'annonces légales. Donc vous avez ici à cette adresse la liste, l'annuaire de tous les journaux qui existent. Donc c'est des journaux
Donc c'est par département. Alors moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement de chercher un journal d'annonces légales dans votre département, peu importe lequel. Et vous voyez, vous pouvez prendre contact directement avec le service des annonces légales en les informant que voilà, vous êtes dans le cadre d'une création de société, et donc en principe le service va vous demander toutes les informations à fournir pour rédiger le modèle d'annonce légale. Également vous communiquer les tarifs. Pour la création d'une SASU, le tarif d'annonce légale est d'environ 140 €. Voilà. Une fois que vous avez réalisé cette annonce légale, vous allez pouvoir passer à la partie sur les formalités auprès du guichet unique, et donc remplir le formulaire. Et donc c'est ce qu'on va regarder tout de suite ensemble. Donc le site pour réaliser ces formalités, vous le connaissez sans doute, c'est le procédure.inpi.fr, donc c'est ce qu'on appelle le guichet unique. Donc voilà, donc moi j'utilise un environnement de démo, donc faites pas attention aux messages. Donc pour créer votre SASU, parce que comme pour la création d'une entreprise individuelle, micro-entreprise, vous allez ici dans la partie déposer une formalité d'entreprise, et vous allez ici sur la partie créer une entreprise. Et donc ici, vous choisissez personne morale. Et pour la forme juridique de votre entreprise, vous allez ici dans Société unipersonnelle associée unique, Société par action simplifiée, et vous allez chercher ici SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle. Vous continuez. Alors on va regarder ensemble le formulaire. Alors, évidemment, toutes ces informations vont dépendre de ce que vous avez indiqué dans vos statuts. Donc vous reprenez pour ces différentes parties les clauses, par exemple ici la dénomination, donc le sigle si vous en avez choisi un, les principales activités de l'objet social, la durée, la date de clôture. Donc toutes ces informations, je ne vais pas forcément les détailler. Alors la date de clôture de l'exercice social, en principe généralement on met le 31 décembre, mais vous pouvez avoir une autre date de clôture. Il faut savoir que pour la première clôture, exceptionnellement il est possible d'avoir un exercice social plus long ou plus court, et donc notamment, généralement ce qu'on fait, c'est que on met une première date de clôture au 31 décembre de l'année suivante. Donc si vous créez votre entreprise cette année en 2026, vous allez mettre une date de clôture au 31 décembre 2027. Vous complétez avec les informations. Alors ici vous voyez, juste une précision, vous mettez oui si vous domiciliez la société au domicile du représentant légal, donc du président, vous mettez oui. Bon, il est indiqué domiciliation provisoire, mais peu importe, même si la domiciliation n'est pas provisoire et permanente, comme je vous l'expliquais un peu avant, vous pouvez mettre oui. Donc on passe à la suite. Dans la question de la publication légale, donc vous mettez ici les informations sur la publication légale. Gestion et direction, donc vous allez ajouter les dirigeants de la société, donc en principe le président, c'est-à-dire vous-même. Donc vous allez ici indiquer le président de SAS. Associé unique n'est pas une fonction, donc ici vous mettez non. Type de personne, bien, vous mettez personne physique, et ici vous pouvez indiquer oui comme nouveau bénéficiaire effectif. Donc les bénéficiaires effectifs, c'est quoi? C'est en fait l'identité de tous les associés, personnes physiques de la société. Donc si vous êtes président de la SAS, également associé unique, bien vous êtes un bénéficiaire effectif, et ici vous devez mettre oui. Vous complétez vos informations. Pour l'établissement, bon je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous mettez des informations sur votre établissement, l'activité, etc. En principe, si vous avez déjà créé une micro-entreprise, vous connaissez plus ou moins cette partie-là. Bénéficiaire effectif, donc c'est ce dont je vous parlais juste avant. Donc en principe, si vous avez ici indiqué vos informations comme bénéficiaire effectif, voilà, moi je mets, peu importe, donc je ne complète pas, mais ici vous avez déjà vos informations. Ensuite, on arrive à la partie options fiscales. Alors, ici, vous avez un certain nombre de questions qui sont un peu compliquées, mais qui, en réalité, vont probablement pas vous concerner. Donc, ici, vous avez le régime d'imposition des bénéfices. Donc, par principe, vous êtes au réel simplifié IS, comme je vous l'expliquais. Voilà, le régime normal IS s'applique lorsque vous dépassez certains seuils de chiffre d'affaires, etc. Mais à la création de votre société, vous êtes au réel simplifié IS. Vous pouvez opter pour le régime des sociétés de personnes, donc vous pouvez opter pour l'IR, comme je vous l'expliquais, pendant 5 ans. Ça, c'est une question d'optimisation fiscale. Alors concernant le régime d'imposition de la TVA, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez être en franchise en base TVA, comme pour les micro-entreprises, à la création, et donc ne pas facturer la TVA. Vous avez différents régimes pour facturer ou récupérer la TVA. Vous avez le réel simplifié, donc ici aussi, comme pour les micro-entreprises, vous avez des acomptes de TVA et une régularisation annuelle. Vous avez le réel normal, donc dans lequel vous allez avoir une facturation, donc dans lequel vous allez avoir un paiement mensuel de la TVA. Et vous avez ici le mini réel TVA. Donc le mini réel TVA, il vous permet d'être au réel normal, donc d'avoir un paiement mensuel de la TVA, tout en
bénéficiant du réel simplifié au régime de au niveau de l'imposition des bénéfices. Donc voilà, c'est le régime qui va être intéressant si vous voulez avoir une TVA mensuelle du régime normal et une imposition des bénéfices au réel simplifié. Cette question, elle concerne en fait les activités qui sont exonérées de TVA, mais qui peuvent opter pour la TVA de manière facultative. Donc ça concerne par exemple les locations de meublés qui sont exonérées de TVA, mais qui peuvent opter pour la TVA. Ici, vous avez une question qui concerne les sociétés qui ont un exercice comptable différent de l'année civile. Donc lorsque vos dates d'exercice comptable ne commencent pas au 1er janvier et ne terminent pas au 31 décembre, vous pouvez ici utiliser cette option pour bénéficier d'une déclaration annuelle de régularisation. Et enfin, vous avez ici cette option qui permet pour les entreprises au régime réel normal de TVA de bénéficier, au lieu de bénéficier de déclarations mensuelles, de bénéficier de déclarations trimestrielles. Voilà pour les options fiscales, et on arrive enfin à la partie sur les pièces à joindre. Donc on va faire un peu le détail des différents documents justificatifs à fournir. Donc vous avez dans un premier temps les statuts, paraphés, datés et signés par tous les associés, donc en l'occurrence l'associé unique. Le document, comme je vous le disais, qui est le contrat constitutif de la société, qui va définir son existence légale. Donc vous pouvez ici utiliser cette option pour confidentialiser les statuts. Ça peut être utile si vous voulez. Alors les statuts de société font l'objet d'une publication. Voilà, tout le monde en principe peut les consulter. Mais vous pouvez avoir une version confidentielle dans laquelle vous allez anonymiser certaines informations, notamment l'identité des associés de la société. Le rapport du commissaire aux apports, donc obligatoire uniquement, comme je vous le précisais, si vous avez des apports en nature qui dépassent l'un des deux seuils de 30 000 € ou de la moitié du capital social. Le justificatif d'occupation des locaux, donc dans ce cas, eh bien, si vous êtes domicilié au domicile du président, vous fournissez eh bien, le contrat de location, le bail du président, une quittance EDF, facture de téléphone, etc. Et également un justificatif, donc une attestation du président, qui met à disposition de la société une partie de son domicile. La décision des fondateurs sur les apports en nature eh bien, ne concerne que les sociétés dans lesquelles il y a effectivement des apports en nature, donc des biens. Si vous n'apportez pas de biens, vous n'avez pas besoin de ce document. Le certificat du dépositaire des fonds, eh bien ça c'est un document qui vous est remis par la banque dans laquelle vous allez verser le capital social. Donc la banque vous fournit lors du dépôt un certificat du dépositaire des fonds avec en annexe la liste des souscripteurs. Donc la liste des souscripteurs, ce sont toutes les personnes qui ont des actions de la société, donc en l'occurrence, ça vous concerne, donc en l'occurrence vous uniquement. Donc les documents qui suivent ici sont nécessaires uniquement pour les sociétés qui font l'objet d'un transfert depuis un pays étranger. Et ensuite vous avez la publication légale, donc l'attestation de parution de l'avis de création, donc ça c'est fourni par le journal d'annonce légale qui a publié votre annonce, également la copie de l'insertion dans le journal d'annonce légale, même chose, fournie par le journal. Et enfin vous avez donc les documents qui concernent le président de la société, donc le récépissé de dépôt de déclaration à la préfecture, ça concerne uniquement certaines activités réglementées qui doivent faire l'objet d'une autorisation administrative pour ouvrir leur activité. Et donc pour tous les dirigeants de SASU, vous avez ce document à fournir, donc attestation sur l'honneur de non-condamnation, faisant apparaître l'affiliation, donc nom du père, de la mère. Pour ça, vous avez des modèles en ligne qui peuvent être trouvés, je crois même sur servicepublic.fr. On va regarder tout de suite s'il y a des modèles qui peuvent être facilement trouvés. Voilà, vous voyez que ici, premier résultat, vous avez le site du service public qui vous permet d'établir une déclaration de non-condamnation et de filiation que vous allez pouvoir ensuite imprimer. Voilà, alors ici, en fait, c'est la même chose. Déclaration sur l'honneur de non-condamnation, je ne sais pas pourquoi il y a 3 fois le même document, mais en principe, c'est un seul et même document, donc l'attestation sur l'honneur de non-condamnation faisant apparaître l'affiliation. Et enfin, donc ici, vous pouvez ignorer cette partie représentant ou mandataire qui permet de donner procuration à une autre personne pour signer et réaliser les formalités au nom de la société, mais ça, étant donné que vous créez cette société en tant qu'associé unique et président, eh bien, vous n'avez en principe pas besoin de nommer 2 représentants de mandataire. Et donc une fois que vous avez validé ces pièces jointes, vous allez pouvoir valider votre dossier. Et donc le dossier de création de votre SASU sera automatiquement transmis au greffe du tribunal de commerce compétent qui va pouvoir
qui va pouvoir enregistrer votre société. Et donc, une fois que la société sera créée, eh bien, vous recevrez par courrier une attestation d'immatriculation auprès du répertoire Sirène et du RCS, et donc vous pourrez considérer à partir de ce moment que votre société a une existence légale. Alors, je fais une précision rapide, parce que j'en ai pas forcément parlé jusque-là, mais dans le cadre de la création de votre société, vous allez réaliser un certain nombre de démarches au nom de votre société. Donc c'est très important à chaque fois que vous réalisez une démarche pour votre société, que vous signez un document, par exemple un bail sur des locaux, par exemple l'ouverture d'un compte bancaire, vous allez systématiquement indiquer lors de la signature que vous signez au nom et pour le compte de la société en formation. C'est très important parce que ça va permettre, une fois que la société aura une existence légale, d'automatiquement transférer juridiquement tous ces documents, toutes ces formalités et démarches qui ont été réalisées à la société. Donc il faudra toujours signer au nom et pour le compte de la société en formation. Et il est également très important, lorsque vous allez signer les statuts, de prévoir une annexe qu'on appelle l'état des actes et engagements accomplis pour la société en formation, et qui va lister en fait tous les engagements, tous les contrats signés au nom de la société. Donc généralement on va avoir l'ouverture du compte bancaire, comme je disais, et éventuellement la signature d'un bail. Voilà, donc ça ce sont des formalités importantes. Encore une fois, je prévois dans peu de temps de faire une vidéo plus détaillée sur les statuts de société, notamment les statuts de SASU, dans lesquels on va pouvoir décortiquer toutes ces questions-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la SASU. J'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ça vous a été utile. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.